Bien, bonjour, je vous propose qu'on commence. Et donc, on va voir dans l'heure qui vient faire une petite revue des techniques qui peuvent être utilisées dans l'EMG lorsque l'on a une suspicion de compression du nerf cubital au coude, ce qui est une circonstance relativement banale, la plus banale après le canal carpien. Et je pense que vous, dans la salle, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Ça va être des choses qu'on va revoir ensemble, éventuellement rediscuter ensemble. Et ça sera agrémenté de quelques cas cliniques, dont certains sont d'une évidence redoutable et d'autres sont un petit peu plus compliqués. Sur la fin, il y a des cas cliniques. Et quand je dis compliqué, c'est pas pour vous challenger, c'est beaucoup plus pour discuter, parce que le dernier cas clinique par lequel je terminerai, il n'y a pas encore de véritable solution. Alors, à partir du moment où on va faire des cas cliniques, et puis je vais vous laisser réfléchir un petit peu, on va essayer de faire un truc qui est de faire l'avis du public, vous savez. Et je vous propose, pour ceux qui ont des smartphones ou qui ont des iPads avec une connexion Internet dans la salle, ou connexion 3G, ça le fait aussi, de lancer votre navigateur et puis d'aller sur le site https://respond.cc. Et sur les smartphones, ça donnera le type de fenêtre qui est sur le côté. Et quand je poserai une question, je vous donnerai un code, une clé de 6 chiffres que vous entrerez, vous ferez continue, et en fait, à ce moment-là, vous verrez apparaître sur votre smartphone la même question qui sera à l'écran ici, un QCM banal, et puis je vous propose donc d'y répondre. En toute honnêteté, j'ai encore jamais expérimenté ça en session de congrès. Je l'ai fait en amphithéâtre de Passès avec 1000 étudiants, et ça avait plutôt bien, une fois, et ça a plutôt bien marché. Donc voilà pour la petite introduction. Donc l'adresse, c'est https://respond.cc, et puis après on rentrera la clé. Petite parenthèse, on verra. Bon, si ça marche pas, c'est pas dramatique. Bon, première situation. Là encore, tout simple. C'est un étudiant en médecine qui était externe, qui est en 4e année. Il y a quelques années, je le croise au self, il porte son plateau, je porte le mien à côté. Et puis, il se rappelle que quand il était plus jeune, en 2e année, il est venu faire un stage chez nous. Et qu'en faisant de l'EMG, on explorait notamment les fourmillements de la main. Et puis, il me dit, je suis un peu embêté parce que ça fait quand même quelques temps, là, quelques mois, j'ai des fourmillements du 4e, du 5e doigt. Quand j'ai le coude plié, ça augmente. Et puis, je commence à être un petit peu gêné à la main. J'ai du mal à ouvrir un pot de confiture. Est-ce que vous pourriez me voir, ou est-ce que c'est à vous qu'il faut que je m'adresse? Je lui dis oui, bien sûr. Et puis, tu viendras... il est venu quelques jours après, peut-être pas dans la demi-heure, mais il est venu quelques jours après. Et puis, on lui a fait en fin d'après-midi, tranquillement, un petit EMG. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Alors, à l'examen clinique... il avait une petite hypoesthésie du bord médial de la main. Il avait également un petit déficit moteur sur les interosseux et sur l'abducteur du 5. Et puis donc, on se trouvait dans cette situation où, en stimulation au poignet, une belle réponse, sous coude, une belle réponse, et puis au-dessus du coude, une réponse un peu désynchronisée, moins ample, avec une diminution marquée de la vitesse de conduction motrice au travers du coude et, conservée à l'avant-bras, avec un petit peu de dénervation à l'EMG à l'aiguille dans le premier interosseux dorsal. Le sensitif sur l'ulnaire était diminué de façon importante d'un côté par rapport à l'autre, et son EMG donc, était neurogène sur le intermédiaire pauvre sur le premier interosseux dorsal, et puis intermédiaire riche sur l'abducteur du 5. Bon, là, je pense que ça pose de problème à personne. Alors, on va dire que le reste de l'examen clinique et EMG était normal, qu'il n'y avait pas d'autres compressions canalaires, qu'il n'y avait pas de neuropathie, il n'y avait pas d'antécédents familiaux, il n'y avait pas de tomacula, il n'y avait rien de rien, et purement un cubital au coude. Et donc là, je pense que ça pose aucun problème diagnostic. Juste par curiosité, je dirais, qu'est-ce que vous recommandez dans un cas de figure comme ça? Donc le jeune qui vient avec un cubital au coude clinique évident, électrique évident, un peu de dénervation quand même, et donc échographie, hygiène du coude seul, port d'une orthèse nocturne ou chirurgie. Et alors, c'est là où je fais mon trafic. Alors, le code est le... Attendez que j'essaye de faire passer ça. Le code est le 57 87 54.
On va voir s'il y en a qui peuvent essayer de répondre. Donc, je ne sais pas s'il y a des... Ah, ça marche. Ah bah ça marche, très bien. Donc il y en a 2 qui ont répondu, 3. Ah bah voilà. Bon là c'est un tout petit peu de temps pour le faire. L'échographie est en train de se développer. L'échographie des nerfs, je n'en pratique pas, donc je suis mal placé pour en parler. Mais il semblerait que ce soit beaucoup plus dans des situations de ce type-là, à savoir un syndrome canalaire. Il semblerait que l'échographie soit beaucoup plus performante dans le contexte du nerf médian et du canal carpien-poignet, beaucoup plus que dans le nerf au coude, d'après l'expérience de ceux qui en font. Là, c'est vrai qu'on peut avoir envie de rechercher une cause locale, et puis indépendamment de voir comment est le nerf, c'est aussi de vérifier s'il n'y a pas autre chose qui vient le comprimer. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir le souhait de faire cet examen-là. L'hygiène du coude, moi, c'est mon appellation consacrée dans ces situations-là. C'est toujours de ne pas garder les coudes. Ce que je dis toujours aux patients, c'est le coude n'aime pas, le nerf ulnaire n'aime pas être figé ou plié, et surtout pas figé et plié. Ce qui veut dire que dormir les bras comme ça ne va pas du tout, mais aussi le simple fait de rester sur un ordinateur où le coude finalement n'est pas très fléchi, hein, et on est encore à 90 degrés. À partir du moment où la position est maintenue, ça peut suffire à déclencher la gêne fonctionnelle. Le port d'une orthèse nocturne, évidemment. Et puis après, il y a la question de la chirurgie, qui là va d'elle-même pour les gens qui ont répondu, je pense. Et c'est vrai que dès qu'il y a une dénervation, on va pas trop se poser la question de la chirurgie, en restant par contre très modeste sur la technique. Et dans mon esprit, il s'agit véritablement plus d'une libération du nerf plutôt que d'une transposition. Je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais la transposition me paraît un geste beaucoup plus agressif et parfois trop agressif. Bon, alors... Alors, les choses de base... Oups, excusez-moi, j'essaye de revenir à mon écran, à moi. Voilà. Les choses de base concernant l'ulnaire moteur, l'enregistrement de l'ulnaire moteur. Voilà. Donc l'ulnaire moteur, le recueil se fait classiquement sur l'abducteur du 5 avec l'active sur le corps du muscle, la référence sur la tête du 5e méta. Après, et en particulier dans les situations de recherche de compression de l'ulnaire au coude, il faut ne jamais hésiter à faire, non pas aussi, mais à commencer par le premier interosseux dorsal, de mon point de vue, dont on sait qu'il est plus sensible. À savoir que la somatotopie, en quelque sorte, des fibres nerveuses au niveau du nerf ulnaire dans le passage du coude, fait que les fibres qui sont destinées au premier interosseux dorsal vont être plus facilement atteintes, plus facilement lésées que celles destinées à l'abducteur du 5. Et donc, lorsque l'on est dans la situation, non pas d'une évaluation d'une neuropathie, mais d'une suspicion de compression de cubital au coude, afin de ne pas perdre de temps, c'est-à-dire de faire l'abducteur du 5, se dire « ah bah c'est un peu limite, maintenant je vais faire le premier interosseux dorsal », autant aller directement à ce qui est le plus sensible. Et pour le premier interosseux dorsal, on placera l'électrode active sur le corps du muscle. Typiquement, ce qui est la référence se met sur la base de l'index. On sait que dans ces cas-là, on a souvent une onde qui a une phase positive initiale. Si vous voulez supprimer cette phase initiale positive, il faut bouger l'électrode de référence et vous la placez sur la tête du 5e, sur la tête du 5e méta par là, et vous aurez vous aurez plus cette phase positive initiale. En termes de stimulation, on fait des stimulations étagées, typiquement, avec stimulation au pli du poignet, stimulation en dessous du coude, 4 cm en aval de l'épicondyle interne. Alors, le point particulier ici, c'est que le nerf est plus profond, et donc il ne faut pas hésiter à appuyer fort, parce que plus on appuie, plus on se rapproche du nerf, premièrement, et deuxièmement, utiliser un choc large, 1 milliseconde, c'est plus efficace pour stimuler un nerf profond, de durée large. Et troisièmement, de monter l'intensité et de monter jusqu'à obtenir une réponse en supramaximale, parce que là, il est très important de savoir si, dans une hypothèse de diminution d'amplitude, lorsqu'on stimule au-dessus du coude, eh bien, on a ou pas cette même diminution d'amplitude en sous-coude, ce qui fera la différence entre une atteinte à l'avant-bras et au niveau du coude.
Stimulation sus-coude, alors là c'est un petit peu le contraire, le nerf est extrêmement superficiel et on a besoin de très très peu d'intensité. Petit truc, c'est qu'en général on va faire de bas en haut, on stimule au poignet, sous-coude puis sus-coude. Ne jamais oublier de remettre le stimulateur à 0 parce que si vous avez stimulé à 60 millisecondes, à 60 milliampères pardon, le sous-coude, le patient vous en voudra si vous laissez 60 milliampères au-dessus du coude. Ce n'est pas la même sensation du tout. Le côté inching, je ne suis pas un fan parce qu'en fait, on sait que le fait de faire des mesures comme ça à 1 cm, on perd en précision d'ailleurs hein, sur des distances courtes. Et puis après, ce n'est pas forcément représentatif de l'endroit exact où se situe une éventuelle compression. Dans un mode de fonctionnement courant, ne pas s'arrêter à faire juste poignet, sous-coude, sus-coude. Et aller un petit peu au-dessus. Aller au moins jusqu'à l'aisselle en la partie haute du bras pour être sûr qu'il n'y a rien, un petit peu plus haut situé parce que là vous le faites dans la foulée, vous n'avez pas besoin de mettre fort là non plus et c'est vite fait. Si vous êtes dans une situation où vous aurez peut-être un doute par rapport à une cause plus proximale, éventuellement dans un contexte d'atteinte des immunitaires, la stimulation au point d'herbe, et là, évidemment, on peut stimuler en monopolaire. Bon, là, un exemple de ce que ça donne, juste pour illustrer. Et puis, je vous rappelle aussi le côté rigueur technique. Hein, quand on étudie la vitesse de conduction au travers du coude, il va falloir faire ça sur un coude qui sera fléchi à 90 degrés ou à peine ouvert. Hein, en tout cas, toujours de la même façon. Et quand on va bien mesurer, on va mesurer précisément en suivant le trajet du nerf. Et on va essayer d'avoir une distance qui soit suffisante, c'est-à-dire 8 à 10 cm. En dessous de 8 cm, la distance est trop courte et vous perdez en fiabilité et vous ne serez pas fiable dans votre résultat. Ne pas stimuler trop haut, trop bas, bon, ça reste des choses. Alors après, si on stimule plus haut en dessous du coude, on va rechercher d'autres choses que l'on verra tout à l'heure. Alors, quels sont les critères de base hein, d'une atteinte du cubital au coude? Bien, c'est une diminution, il y en a plusieurs, hein, mais ils ne s'excluent pas les uns les autres. Schématiquement, c'est diminution de la vitesse de conduction motrice en traversée du coude en dessous de 50 mètres par seconde, ou 10 mètres secondes de moins de la vitesse de traversée du coude par rapport à celle de l'avant-bras. Par exemple, 62 mètres par seconde à l'avant-bras, 49 en traversée du coude. En gravité, en augmentation de gravité, ça va être après l'apparition d'un éventuel bloc ou d'une diminution de l'amplitude du potentiel moteur entre le sus-coude et le sous-coude. Une limite là, que j'ai fixée à 20%. Une éventuelle désynchronisation de la réponse entre stimulation sous-coude et sous-coude, ce qu'on avait vu sur l'exemple précédent. Et puis dans les formes plus graves, on pourra avoir une diminution de la vitesse de conduction à l'avant-bras. On sait que lorsqu'il y a des phénomènes de démyélinisation focaux comme ça qui vont affecter un nerf, par exemple à la traversée du coude, eh bien ça peut gagner vers l'avant-bras après, donc ça peut donner un authentique ralentissement un petit peu plus bas situé. Et puis si on a une perte axonale, bien évidemment, on va avoir une diminution de l'amplitude du potentiel, y compris après stimulation distale. Les signes négatifs, les vitesses normales au-dessus, l'absence d'atteinte d'un nerf médian, l'absence d'atteinte l'absence d'anomalie orientant vers une atteinte du plexus brachial, comme par exemple un brachial cutané interne qui sera conservé, l'absence de neuropathie par ailleurs. Bon, là, c'est des choses qui sont relativement bien établies et utilisées par vous tous très certainement. L'ulnaire sensitif, bon, on est là encore sur des techniques redoutablement banales, avec sur la diapositive la représentation d'un ulnaire sensitif orthodromique avec stimulation du 4e, du 5e doigt ici, recueil au poignet, des vitesses de conduction telles qu'on les fait nous à Nantes avec une mesure au pic qui doit être supérieure à 42 mètres par seconde, une amplitude. L'amplitude, là, c'est assez facile, hein, c'est relatif au médian. Et schématiquement, l'amplitude d'un ulnaire, ça fait la moitié de celle d'un médian, quelles que soient les techniques. Vous pouvez le faire en ortho, en antidromique, même combat quelque part. Hein, il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre. Et donc la stimulation antidromique, c'est le contraire en termes de stimulation et de recueil. Se rappeler que ici la diminution de l'ulnaire sensitif, elle n'est bien entendu spécifique de rien du tout, puisque ça pourra aussi bien traduire une atteinte d'un ulnaire juste au-dessus du poignet, au coude, au plexus, mais c'est simplement, ça va être l'évaluation sensitive de la chose. Alors, deuxième exemple, ici, une jeune femme de 26 ans qui a des fourmillements nocturnes dans le 4e, le 5e doigt à droite, plus ou moins position dépendante, c'est pas très clair. À l'examen clinique, il n'y a pas grand-chose, pas d'hypoesthésie, mais quand elle tend les doigts,
il y avait quand même une ébauche de fléchissement là, du cinquième doigt. C'est pas une griffe authentique, hein, elle arrive à le contrôler, mais quand elle le fait spontanément, quand on compare un peu les deux mains, il y avait peut-être un petit quelque chose. Et puis, par contre, il n'y avait pas de signe de frottement, le reste était bien. Et puis, l'électromyogramme sur le premier interosseus dorsal, voilà, c'est marqué gauche, mais c'est sa main droite, je vous promets. Et donc, vous avez ici cet aspect-là entre poignet, sous-coude, sus-coude et puis le creux axillaire. Et donc, sur les valeurs qui sont figurées à côté, vous avez les vitesses de conduction ici, donc 62 mètres par seconde à l'avant-bras, 53 en traversée du coude, 65 au-dessus, et puis vous avez les amplitudes, 14, 13, 11, 19, et les rapports de surface par ici. Voilà. Donc en fait, vous avez cet aspect-là. Alors tout le reste est normal. L'enregistrement sur l'abducteur du 5 est normal, les sensitifs sont normaux, la détection à l'aiguille est normale. Tout le reste est également normal. Là, la question, c'est est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une compression du coude? Et donc je reviens à... ma question au niveau du coude. Alors, voilà, donc 50, 95, 36 pour le même code. S'il y en a qui veulent s'essayer à donner leur avis, la petite dizaine qui va participer avant. Donc là encore, situation, 100% de non pour les trois. Ah, il y en a un. Alors, le principe de ce mode de fonctionnement, c'est évidemment, on est sur un avis global et c'est pas de dire, bon, alors celui qui a dit oui là, qu'il lève la main et qui vienne nous expliquer pourquoi il a dit oui ou non. Hein, on reste sur une approche un petit peu de l'avis du public. Donc là, sur une 8 et 3, 11 réponses, les 72% qui font on ne peut pas l'affirmer, et puis 3 qui ont quand même 3, 5, ça se rééquilibre un petit peu, on va l'affirmer. Alors en fait, là, moi j'ai pas eu de scrupule à lui dire qu'il y avait une très probable compression au niveau du coude. Hein. Et le reste étant normal, on a cette diminution, on n'est pas dans les critères. On n'est pas dans les critères que je vous ai énoncés avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le ralentissement de la vitesse de conduction en dessous de 50 mètres par seconde, on n'a pas les 10 mètres par seconde, on a quand même un ralentissement au coude. Ce que je n'ai pas montré là, et qui aurait été un élément utile pour vous pour répondre à cette question-là, c'est que de l'autre côté, sa vitesse de traversée du coude est normale, et il n'y a pas de diminution comme ça. Donc ça, c'est un signe aussi, le côté contralatéral est aussi à prendre en compte. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais il était complètement normal de l'autre côté. Donc après, ça veut dire que là, on est tout de suite sur des choses où ce n'est pas si simple. C'est-à-dire on est dans la situation où ça ne remplit pas les critères, mais pourtant on a une certaine conviction, parce que, là, pour tout vous dire, là, donc, alors, excusez-moi, ça prend un peu de temps à chaque fois, mais... J'avais une deuxième question qui était cependant probable. Je ne vais pas vous faire répondre parce que là, tout le monde pourrait répondre oui. Mais on est dans la situation où on a quelque part la conviction que c'est ça, on n'a rien trouvé d'autre, on a des petits signes qui vont avec, et puis du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'informations ou d'arguments pour dire qu'il y a une compression au coude. Et donc, par exemple, si on n'a pas de bloc ou de ralentissement évident au coude, ce qui était le cas là, évident en tout cas significatif, pas de signe d'autre chose, pas d'allongement de latence distale, pas d'anomalie sur les sensitifs, pas de signes d'autres neuropathies, eh bien, on a deux techniques additionnelles que l'on peut utiliser et qui sont, là encore, très faciles à faire. La première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le potentiel global d'action nerveux. La deuxième, on verra après, sensitif et âgé. Potentiel global d'action nerveux, c'est une technique pour laquelle vous allez utiliser un simple montage de type sensitif, en changeant juste un petit peu la base de temps. On place les électrodes de recueil
un petit peu au-dessus de la ligne des épicondyles médiales latérales ici. Bon, 10 cm, là sur la photo ça ne fait pas 10 cm, mais c'est un peu juste, une petite dizaine de centimètres. Il y a deux façons de placer ces électrodes. Soit on veut faire vite, c'est ce que je fais d'ailleurs, et je les mets en fait à mi-distance d'où passe le médian et d'où passe l'ulnaire, sachant que sur cette portion du bras, ils se rapprochent énormément. Et donc je pose les électrodes une fois pour toutes, et je vais faire ensuite mes stimulations. Soit on les met un petit peu en face du médian, et puis dans l'enregistrement d'après en face de l'ulnaire, mais ça perd juste le temps de faire le déplacement des électrodes. Et puis après, on va stimuler le nerf médian au poignet, puis stimuler le nerf ulnaire au poignet, on va regarder ce qui arrive ici. Alors c'est un potentiel global parce que là, on stimule le nerf, on enregistre sur le nerf, donc on va à la fois avoir une activation sensitive orthodromique et motrice antidromique. Et donc ce sera quelque chose qui sera facile à obtenir. Et la valeur normale attendue est une différence de latence qui est inférieure à 1 milliseconde. Alors on dit aussi 0,8 millisecondes ou 1 milliseconde. Je dirais que là, la différence, elle tient à la taille des gens. C'est-à-dire que si on recherche un cubital au coude chez moi, il vaudra mieux prendre 1 milliseconde. Si on le fait chez quelqu'un qui mesure 1m60, les 0,8 millisecondes sera déjà très raisonnable. C'est toujours ce côté des valeurs normales adaptables, à géométrie variable. Donc ben voilà un exemple d'enregistrement de ce que ça donne, avec un enregistrement, ça c'est le mien celui-là en l'occurrence, qui reste dans les limites de la normale. Et puis ben celui-là, c'est celui qui a été réalisé chez ce jeune étudiant en médecine de tout à l'heure, là, et chez lequel on voit que le potentiel sur l'ulnaire est décalé de 1,3 millisecondes, si je ne me trompe pas dans la lecture des chiffres. Alors, ce jeune-là, c'était un peu dans mon gabarit, c'est-à-dire un grand maigre, et avec des poignets très très fins. Et en fait, en stimulant l'ulnaire, ici au poignet, je devais être un petit peu trop généreux dans la stimulation parce que vous voyez qu'on a le pic ici qui correspond au médian qui passe toujours. Et donc, il est très probable que là, quand j'ai stimulé l'ulnaire, j'ai activé aussi le médian. Vous savez, cette co-stimulation médian-ulnaire dont il faut se méfier. Alors, pas forcément dans ces situations-là, mais parfois aussi dans les situations d'un enregistrement à la main en moteur. Donc là, ce potentiel d'action nerveuse, ça c'est une bonne technique parce que c'est un outil complémentaire. Ça va vous permettre d'estimer, de comparer en gros comment se fait la conduction entre médian et ulnaire, et en particulier en traversée du coude. Et puis ça peut vous aider à solutionner des cas un petit peu limites. La deuxième technique, elle est à la fois plus simple et peut-être plus logique. Ces situations, elles correspondent aux patients qui ont des fourmillements dans les mains et peu ou pas de déficit moteur. Et le fait est que la première chose qu'on va faire, ça va être de faire une vitesse motrice avec recueil sur le premier intérus dorsal, stimulation étagée, donc on teste les voies motrices. Et puis on va dire après, il n'y a pas de compression du cubital. C'est pas logique, on est chez des patients qui ont des signes purement sensitifs. Donc si on veut être collé au patient, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est regarder la vitesse de conduction nerveuse sensitive en traversée du coude, si on veut être vraiment logique. Et donc ça, c'est ce que je vous propose de faire dans ces cas-là. Et vous pouvez le faire, là encore, soit en orthodromique, soit en antidromique. Bien, orthodromique, même principe, qu'un sensitif de base. Des électrodes, vous stimulez avec des bagues ou entre le 4e et le 5e doigt. Premier recueil au poignet, ça c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, ce qu'on fait toujours. Et puis sur deux autres voies, vous déplacez vos électrodes et vous les mettez au point où vous avez stimulé la vitesse motrice sur le premier athérodorsal. Ce qui a un avantage, c'est que normalement, vous avez marqué un petit coup de feutre ici et puis là, quand vous avez fait votre stimulation pour faire les mesures, vous mettez votre électrode active au même point du point de feutre et vous n'avez même plus besoin de remesurer puisque vous avez déjà les chiffres dans la machine. Et donc, vous allez avoir un potentiel sensitif ici, un en sous-coude et un en sus-coude. Et en mesurant l'écart de distance, l'écart de temps entre les deux réponses, vous avez la traversée du coude. Et là encore, vous allez avoir une vitesse de conduction qui sera cette fois-ci sensitive. Et si elle est ralentie de façon significative en traversée du coude par rapport à l'avant-bras, eh bien, ce sera là un signe objectif de compression, de souffrance du nerf ulnaire dans la traversée du coude. Alors, les vitesses, quand on est ici, là, les vitesses, elles sont de l'ordre de 40-45, mais ici, elles sont beaucoup plus rapides. Là, on est sur du superficiel et plus refroidi. Ici, un petit peu plus profond, un peu plus chaud. On a des fibres d'un peu plus gros calibre, ça va plus vite. Et donc ça, on peut le faire en orthodromique et on peut le faire en antidromique. Et je dirais même alors, moi qui suis plutôt un fan de l'orthodromique, puisque médian, ulnaire, radial, je le fais systématiquement en orthodromique à la base. On a vu hier en atelier avec Philippe Petiot que la même chose faite en antidromique, ça marchait mieux parce que finalement, je pense que c'est plus facile
Donc cette fois-ci, on enregistre sur le doigt, on stimule au poignet, classique, on stimule en dessous, on stimule au-dessus. En fait, je pense qu'il est plus facile de stimuler ici fort pour avoir une réponse là que de faire stimuler le 5e doigt fort et d'essayer d'avoir quelque chose qui est un recueil sur un nerf un petit peu plus profond. Ceci étant, voilà à quoi ça ressemble chez un sujet normal, avec donc une vitesse de conduction ici, le sensitif, là on est sur l'orthodromique, stimulation du doigt, recueil au poignet, 48 mètres par seconde, 62 à l'avant-bras, et puis 56 ici. Le nerf étant plus superficiel, on a toujours une meilleure réponse au sus-coude par rapport au sous-coude, et celui-ci, là, on a généralement besoin de faire un petit Moyen-Âge quand même pour le faire. Je rappelle que de mon point de vue, le Moyen-Âge ne s'impose que lorsque le signal est tout petit par rapport au bruit, et sûrement pas pour un sensitif de base. Ici, ça c'est une représentation sur un sujet normal. En fait, là, chez la jeune femme en question, vous aviez les mêmes réponses ici. Alors ça, c'est un artefact de mouvement, il ne faut pas en tenir compte. Et donc ici, on avait des vitesses très rapides à l'avant-bras, 72 mètres par seconde en sensitif et 58 en traversée du coude. Donc 58, ça reste dans l'absolu une bonne vitesse, mais c'est toujours le côté relatif par rapport à l'avant-bras. Et là, j'en ai fait un signe indirect d'atteinte de cubital au coude. Donc là, ces deux techniques-là, le potentiel d'action global d'action nerveux et puis les sensitifs étagés, ce sont deux techniques. C'est facile à faire, il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Vous avez juste besoin d'avoir une voie de plus pour cette dernière technique, d'ouvrir deux voies. Et donc, ça peut être fait sur tous les appareils et assez rapidement. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Quand on fait un EMG de canal carpien, on fait du moteur et du sensitif, on va faire du transcanalaire, on va s'acharner à voir s'il y a un ralentissement à la fois moteur et sensitif très focal. Sur l'ulnaire, il ne faut pas se priver du sensitif, ce qu'on peut avoir tendance à faire quand on est sur des choses évidentes. Alors, ici, un troisième exemple, mais qui est juste pour illustrer un autre point, parce que là, finalement, la présentation du patient n'était pas celle d'un diagnostic de cubital au coude, mais je vous le montre quand même. Donc, ce monsieur qui avait, à l'époque, il y a 2-3 ans, une cinquantaine d'années, qui a une amyotrophie de la main, qui touche à la fois le premier interosseau dorsal et l'éminence sténare, un petit peu probablement aussi l'abducteur du 5. Il a des fasciculations, il vient pour une suspicion de SLA, il n'a pas de signe sensitif. Et voilà ce qu'on trouve lorsque l'on fait l'enregistrement de son ulnaire sur l'abducteur du 5. Alors, je n'ai pas mis les chiffres, et je dirais qu'il faut considérer que la vitesse de conduction est normale ici, à l'avant-bras, est normale aussi en traversée du coude. Et puis, ce que vous observez, c'est une diminution de l'amplitude, un étalement un peu de la réponse entre l'impression que ça donne, entre la stimulation au poignet et la stimulation sous le coude. Donc ça donne un aspect de quelque chose qui pourrait, alors il n'y a pas j'ai pas les chiffres là, donc je ne peux pas vous dire si ça dépassait les critères, mais ça ressemble quand même à un bloc de conduction à l'avant-bras. Donc chez un monsieur qui est devant une suspicion de SLA, si on part sur un bloc de conduction, on va dire, tiens, c'est peut-être une neuropathie à bloc, et ça change complètement les choses. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse qui peut être formulée? Alors je n'ai pas fait de questions écrites là, parce que c'est trop facile si je mets les items. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse que celle d'une neuropathie à bloc ou d'un bloc de conduction? Une anastomose. Et donc, vous le savez bien, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est stimuler. Alors, suivant les types d'anastomose, ça va être... il faut croiser les enregistrements. Vous faites votre médian ou votre ulnaire dans les conditions standards, et puis vous gardez le recueil soit sur le corps abducteur du pouce, soit sur l'abducteur du 5, et vous stimulez l'ulnaire au poignet et au coude. Et je dirais, vous faites tout ça, et après vous réfléchissez s'il y a des doutes. En tout cas, là, c'était stimulation au coude, du nerf médian au coude, avec recueil sur l'abducteur du 5, et on récupère une petite réponse qu'on doit normalement... Alors, une anastomose, ça reste une variante de la normale, donc, mais ce qu'on n'a habituellement pas. Et puis, quand on stimule un petit peu plus haut, je récupérais une grande réponse. Donc ça, il faut savoir y penser de ces anastomoses. Vous le savez, là encore, c'est des choses qui sont relativement fréquentes, mais il ne faut pas se laisser abuser. Il y a différents types d'anastomoses de Martin Gruber. Et le point particulier, c'est comme toujours en EMG, quand on n'est pas très sûr, c'est un peu le même exemple que je prendrais pour le plexus brachial, c'est faire suffisamment sur le patient pour parfois réfléchir a posteriori et ne pas se dire « zut, je ne lui ai pas fait ça ». Et ça m'aurait permis de faire la différence. Et donc là, le conseil, c'est dans une situation où il y a un doute, vous êtes sur le nerf ulnaire, vous n'hésitez pas à stimuler le nerf médian au poignet et au coude. Vous êtes sur le nerf médian, vous stimulez aussi l'ulnaire au poignet et au coude en gardant le même recueil. Et puis après, vous regardez un petit peu ce qui se passe, vous réfléchissez. Alors,
après, il y a aussi la question au niveau du coude, s'il y a une compression, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle est dans la gouttière rétro-épitrocléenne ou est-ce qu'elle est un petit peu plus bas dans le tunnel cubital? Et en fait, là, on peut... Alors, là, c'est là où peut-être que l'échographie sera utile. Alors, lynching, comme je vous disais, je n'y crois pas trop, mais il y a une technique supplémentaire qu'on peut faire et qui peut, là encore, rendre des services ponctuellement. Là encore, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne fera pas systématiquement, mais qu'on pourra faire, et qui est la neurographie sur le fléchisseur ulnaire du carpe précédemment appelé cubital antérieur. Alors ça, c'est une chose qu'on fait très rarement, et donc je ne vous donnerai pas de valeur normale. Le bras controlatéral servira de témoin dans ce cas-là. Et l'idée, donc, c'est vous prenez la distance entre l'épicondyle ici, l'épitroclé, pardon, et puis le poignet, mi-distance l'électrode de référence, mi-distance entre l'électrode de référence et puis le coude, l'électrode active. Sur le corps du muscle, stimulation au-dessus du coude, et on compare le côté sain et le côté pathologique. On a toujours des morphologies très particulières. Ça, c'est le mien, là, très bizarre, hein, mais je vous assure que c'est un muscle qui ne va pas vous donner une belle morphologie biphasique. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de différencier le côté pathologique et le côté sain, et puis vous regardez tout bonnement s'il y a une différence de latence ou d'amplitude. Alors, après, si on reste sur cette situation, le patient vient avec des fourmillements, 4e, 5e doigt, peut-être une petite gêne motrice, l'examen clinique relativement pauvre, tout le reste est normal, vous vous orientez, vous dites c'est quand même le coude, bon, je trouve rien au coude, il n'y a pas de ralentissement. Là, il faut aller un petit peu plus loin, et tout à l'heure, je vous disais, ne pas hésiter d'emblée à stimuler au-dessus du coude, un petit peu plus haut que le coude, et là, c'est garder en tête cette hypothèse d'arcade de Struthertz, qui est une bandelette fibreuse qui va être tendue entre le brachialis et le triceps, un petit peu au-dessus de l'épitroclé, et qui va donner presque le même type de tableau. C'est-à-dire que ce sera à nouveau un tableau de paresthésie, pas forcément permanent dans le 4e et le 5e doigt, mais qui seront quand même un peu moins positionnels. On peut avoir l'impression d'avoir un peu de caractère positionnel mais dans l'interrogatoire des patients, mais c'est pas évident. Et là, c'est en stimulant un petit peu plus haut, donc en stimulant dans le haut du bras, qu'on pourra la mettre en évidence en recherchant à nouveau un bloc ou un ralentissement de conduction. Alors après, on pourrait faire le sondage dans la salle, qui en a vu, et je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup. Mais la question aussi, c'est qui l'a recherché. Et dans les situations comme ça, on reste sur deux adages, deux bons adages qui s'appliquent aux neurologues, en tout cas. C'est on ne trouve que ce qu'on cherche, mais on ne cherche que ce qu'on connaît. Et donc, il ne faut pas hésiter à garder ça en mémoire quelque part et ne pas hésiter à la rechercher, cette arcade de Struthertz. Alors, une autre observation, une femme de 59 ans qui a des fourmillements de la main droite, qui a l'impression d'avoir la main un peu gourde. L'examen clinique reste normal. Et je vous ai mis ici sous forme d'un tableau les enregistrements moteurs et sensitifs sur abducteur du 5, premier interosseux dorsal, technique de base. Donc, alors, c'est la main droite, recueil sur l'abducteur du 5, le premier interosseux dorsal. Alors, en termes, si on commence par regarder les vitesses, donc c'est à droite, premier interosseux dorsal, 60-50, 10 mètres par seconde d'écart entre la traversée du coude et l'avant-bras, 66-52 sur l'ulnaire gauche, elle se plaint de sa main droite. L'abducteur du 5, là, j'avais que la vitesse sus-coude jusqu'au poignet, qui est 53-51, ça reste dans les limites normales. Les amplitudes sont tout à fait correctes et il n'y a rien entre le sus-coude, le sous-coude et le poignet. Si on regarde les latences distales, alors, abducteur du 5 droit 3,9, gauche 2,9, ulnaire droit, premier interosseux dorsal 5,2, 4,0. L'ulnaire sensitif à droite fait 6 microvolts, à gauche 11, la vitesse 37, la vitesse 44. Alors là, j'ai fait un truc supplémentaire que je vous ai illustré ici, c'est la vitesse de la traversée de la paume de la main. Le recueil sur le premier interosseux dorsal, et cette fois-ci, on va stimuler en aval. On stimule dans la paume de la main, et on va alors faire là encore en comparatif droite-gauche, parce que pour mesurer, c'est franchement subjectif, la façon dont on mesure, mais l'idée c'est on mesure de la même façon à droite et à gauche, et on
on compare les deux côtés. Et puis le test supplémentaire que j'ai fait ici, on avait un sensitif, je reviens 2 secondes en arrière, ici, qui est à 6, 11, 37, 44. Donc ici, la branche cutanée dorsale qu'on va voir après, qui est à 16 d'un côté et 15 de l'autre, avec des vitesses équivalentes. La vitesse de traversée de la paume de la main, donc entre la stimulation au poignet et la stimulation de la paume, 33 à droite, 62 à gauche, mesurés dans les mêmes conditions. Ne me demandez pas de valeur normale de chiffre de référence, c'est juste une illustration de choses qui peuvent être faites. Je vous rappelle les latences distales qui étaient ici 3,9, 2,9, 5,2, 4,0. Et donc, pour ceux qui acceptent de jouer à mon questionnaire, là, où se trouve la lésion responsable du tableau clinique et EMG? Et puis là, vous avez le choix de toutes les représentations de l'ulnaire, d'autres en bas des fourmillements, dans des paresthésies du 4e et du 5e doigt. Je vous ai épargné des lésions corticales ou supraspinales, mais spinale radiculaire plexique, au bras, au coude, à l'avant-bras, de la loge de Guyon, en aval, à la main en aval de la loge de Guyon. Je reviens. Alors, tout petit instant. Ah. Excusez-moi un instant, je ne suis pas encore assez au point avec ce genre d'outil. Ah bah il veut pas. Bon. Bon, bah, ça ne marche plus, c'est cassé. Où se trouve la lésion? Est-ce que vous avez des... Au niveau de l'avant-bras? À l'avant-bras, la vitesse est normale. Là, on est... Oups. Alors, à l'avant-bras, non. Au coude, non plus. Au-dessus, non plus. Donc, il restait la loge de Guyon ou en aval, à la main en aval de la loge de Guyon. Loge de Guyon ou en aval de Guyon. Oui. Voilà. Là, on est dans une situation où on est dans l'atteinte de la loge de Guyon. Alors, la loge de Guyon, ça reste quelque chose d'extrêmement classique, mais aussi quelque chose d'extrêmement rare. Là, vous en avez un exemple. Je dois en avoir vu deux. Enfin, je crois, depuis que je fais de l'EMG, j'ai dû en voir 3 en tout. Donc, c'est quelque chose qui est très, très rare, et puis souvent avec une cause locale surajoutée. Et donc, dans l'atteinte de la loge de Guyon, on va avoir une atteinte des motrices sur le premier athérosseux, sur les hypoténariens. On va avoir une atteinte sensitive palmaire possible, et par contre, on a un respect de la branche cutanée dorsale qui naît en amont de la loge de Guyon au poignet, qui va venir innerver la région dorsale du bord médial de la main. Et donc là, on a des signes négatifs qui sont la normalité de la conduction motrice au coude ou à l'avant-bras, l'absence d'atteinte du fléchisseur ulnaire du carpe, l'absence de dénervation dans ces territoires, l'absence d'anomalie de la conduction sensitive de la branche dorsale, donc au-dessus du poignet, chose que l'on fait presque comme ça. Donc en tout cas, on place les électrodes actives ici entre le 4e et le 5e méta, l'électrode de référence sur la base du 5e doigt. Vous avez la tête de la styloïde de l'ulna qui est par ici. Et puis le stimulateur, en fait, là, c'est figé sur la photo par la force des choses, mais je dirais qu'il ne faut pas forcément le mettre que comme ça, parce que c'est un nerf qu'il faut rechercher. Ça fait partie de ces nerfs où vous allez bouger le stimulateur un petit peu et demander au sujet quand est-ce qu'il sent, et regarder votre écran pour voir apparaître la réponse en faisant plusieurs stimulations un petit peu répétées. Et vous tournez autour de la tête de l'ulna en passant un petit peu en amont de l'ulna. Donc il n'y a pas juste une bonne position, ça dépend des sujets, il faut trouver la bonne. Et après, là encore, on est sur une technique qu'on ne fait pas souvent, et donc on va comparer d'un côté par rapport à l'autre. Autre exemple, une femme de 39 ans, elle est infirmière au CHU de Nantes, et alors c'est un petit peu comme pour l'externe là, de tout à l'heure au SELF, je vous l'ai écrit là exactement comme ça s'est présenté. Un lundi après-midi, elle appelle au secrétariat chez nous,
Et puis elle explique que le mercredi, elle va se faire opérer à la clinique de la main à Nantes, qu'elle n'a pas eu d'EMG avant, et puis qu'il y a une collègue de travail qui lui a dit « Mais tu n'as pas fait d'EMG, tu devrais faire un EMG quand même par principe avant de faire une chirurgie, parce qu'on va l'opérer, on va lui faire une loge de Guyon. » Et donc, elle veut être vue avant l'opération, bien entendu. Donc, comme on est de bonne constitution, que ça restait quelque chose de faisable, on lui fait. Et alors, cliniquement, elle a donc une diminution de la force sur le premier interosseux dorsal droit, peut-être une petite amyotrophie dans le même territoire, je n'ai pas de photo à vous montrer. Quelques vagues paresthésie des doigts de la main droite, alors un peu difficile à préciser, c'est pas spécifiquement le 4e, 5e doigt, c'est un peu ce côté, je pousse l'interrogatoire, oui, de temps en temps, j'ai bien des fourmis dans les mains, mais c'est pas aussi clair que la présentation habituelle. À l'examen clinique, elle a un ulnaire moteur sur l'abducteur du 5, qui est strictement normal, un ulnaire sensitif de base qui est normal. L'ulnaire moteur sur le premier interosseux dorsal, vous l'avez du côté où elle se plaint, en haut sur l'écran, du côté contralatéral, en bas sur l'écran, avec une différence d'amplitude très caractéristique. Pas d'anomalie de la VCN en traversée du coude ou à l'avant-bras. En tout cas, pas de ralentissement qui serait significatif. Et donc, l'EMG à l'aiguille qui montre un premier interosseux dorsal très neurogène, un abducteur du 5, un co-abducteur du pouce, strictement normaux. D'où la question, alors je ne vais pas relancer mon truc qui ne marche plus, là, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Première question, faut-il la laisser au bon soin du chirurgien, cocher oui, non ? Non, hein, c'est pas raisonnable, parce que je vais commencer par lui dire, va peut-être falloir vous opérer de ça, ou alors il faudra qu'il aille voir chercher autre chose. Et quel diagnostic évoquez-vous ? Alors, ulnaire, loge de Guyon A, ulnaire au coude, variante anatomique à la main, compression de la branche motrice distale de l'ulnaire à la main, SLA débutante ? D. D quand même, clairement, là pour le coup. Le vrai diagnostic différentiel, c'est la SLA débutante et c'est le court abducteur du pouce qui n'est pas neurogène, qui n'est pas amyotrophié, qui est important. Hein. C'est quelque part vu le tableau clinique qu'elle avait. Et donc là, on est sur l'atteinte de la branche palmaire profonde. Et dans cette branche palmaire profonde, en fait, il peut y avoir deux situations quand même. Hein, parce qu'on peut très bien avoir une atteinte qui se situe avant le départ des hypoténariens. Et dans ces cas-là, on va avoir des anomalies qui porteront à la fois sur l'abducteur du 5 et sur le premier interosseux dorsal. Si on est un petit peu plus en aval, ça sera uniquement le premier interosseux dorsal qui sera concerné. Et par contre, dans cette atteinte de la branche profonde, les sensitifs vont être normaux. Alors, c'est pas une pathologie spécifique de l'infirmière du CHU de Nantes, mais beaucoup plus du jeune retraité qui se met à faire beaucoup de bricolage, ou alors du menuisier qui a beaucoup travaillé avec son rabot, ou alors j'ai eu l'occasion aussi de voir le jeune étudiant, pas en médecine du coup, mais le jeune étudiant qui part faire 15 jours de VTT en montagne et qui a fait des montées et des descentes en permanence sur son VTT, et il revient avec les deux mains, enfin pas comme ça, mais avec les deux amyotrophies du premier interosseux dorsal. Donc ça, c'est quelque chose à évoquer, en particulier. Tout à l'heure, je vous parlais de cet homme de 50 ans qui avait son amyotrophie. Typiquement, là, c'est le MG dans le court abducteur du pouce qui va faire la différence, mais ça reste un diagnostic à envisager. Et ça, c'est des choses que l'on voit assez régulièrement. Alors évidemment, après, si vous êtes toujours dans cette situation de paresthésie du 4 du 5, potentiel sensitif qui sont d'amplitude diminuée, coup de poignet exclu, est-ce que c'est plus haut situé ? Là, vous allez faire le brachial cutané interne. Alors, technique antidromique, recueil on dit une dizaine de centimètres en dessous du coude à l'avant-bras, stimulation à la face interne du bras, ne pas appuyer, ne pas stimuler fort, ne pas hésiter à bouger ses électrodes pour avoir ce potentiel en antidromique. Et là, on sait que la diminution de ce potentiel brachial cutané interne, spécialement par rapport au contralatéral, pourrait être un argument en faveur d'un tronc plexique inférieur. Sans être spécifique du syndrome du défilé, mais c'est un des diagnostics que l'on pourra envisager. Et puis si tout est normal, est-ce que c'est une atteinte radiculaire ou est-ce que c'est une atteinte médulaire ? Donc les réflexes tendineux qu'on aura tapé bien sûr en examen clinique, et puis là c'est l'examen en détection EMG, parce que là vous allez vous aider de votre connaissance de l'anatomie. Et puis je rappelle ici brièvement les muscles à piquer
et leur territoire, hein. Évidemment, le premier interosseux dorsal, l'abducteur du 5, qui sont tous les deux C8T1. On est un peu dans du C8T1. Le fléchisseur ulnaire du carpe, peut-être un peu plus C8. Le court abducteur du pouce, C8T1. Et là, celui qui est le plus intéressant, quelque part, c'est ce radial ici, parce que lui, il va être ni médian ni ulnaire. Et cet extenseur propre du 2 innervé par le radial, il est C7, mais aussi, surtout, C8. Et donc, l'extenseur propre du 2 qu'on pique au tiers inférieur de l'avant-bras et sur relativement latéral ici, sur le bol latéral de l'avant-bras, en faisant relever l'index, il sera parfois discriminant pour orienter en faveur de lésions plutôt radiculaires ou plexiques, suivant les cas, et donc ça peut servir. On a dit un mot tout à l'heure, enfin, je n'ai pas dit un mot, je vous ai posé la question de l'échographie, si on a parlé un petit peu, donc c'est des choses qui sont en train de bouger de ce côté-là, et puis on en fera sans doute de plus en plus d'imagerie dans le domaine. L'IRM, maintenant, c'est devenu un examen complémentaire presque de routine dans l'évaluation des pathologies musculaires. Le scanner a été très brièvement, maintenant c'est passé à l'IRM et c'est vraiment très utile. Pour les nerfs, ça l'est devenu aussi dans les neuropathies dysimmunitaires, sur les plexus. Pour les troncs nerveux, ça va venir aussi. Et puis après, si on revient à notre cubital au coude, hein, que l'hygiène du coude, orthèse nocturne, l'indication chirurgicale, ce sont des choses qu'on a déjà discutées. Je vous ai dit ce que je pensais des chirurgies plus ou moins délabrantes de cubital au coude. Alors, je voudrais, pour le dernier petit quart d'heure qui reste, vous proposer 2 observations. Une première avec un diagnostic que vous allez pouvoir faire, le deuxième qui restera encore un petit peu ouverte. Dans ces 2 cas-là, je n'ai pas fait de tableau récapitulatif des valeurs normales. Alors, je vous ai présenté à chaque fois les enregistrements tels qu'ils ont eu lieu. Donc, je suis désolé, je vais vous faire travailler un petit peu pour le coup, là, mais l'idée, c'est de vous faire votre idée au fur et à mesure du déroulement de l'examen et puis des tests qui ont été faits. Et donc, vous allez, si vous le voulez bien, pour chacune des techniques, à chaque fois, vous noterez dans un coin de votre petit bloc, normal, pas normal, ceci, cela. Et puis après, on fera la conclusion. Donc, cette femme a 53 ans, on reste sur un contexte de perte de force de la main, discrète amyotrophie, de l'éminence hypothénare et du premier espace interosseux du côté gauche. Pas de signe sensitif, hormis peut-être une petite douleur à la pression et à la percussion de la styloïde cubitale. Voilà. RS par ailleurs. Alors, donc ça, ce qui lui arrive, c'est côté gauche. Hein. Donc à chaque fois, je vous montre côté gauche, côté droit. Recueil sur l'abducteur du 5, côté gauche. Et donc, les amplitudes sont ici, 1,61, 1,15, 1,03, 1,23. C'est poignet, sous-coude, sus-coude, creux axillaire. Vous pouvez vous faire une idée des enregistrements. Pour le coup, ce n'est pas juste des chiffres sortis d'un tableau, hein, c'est tel que ça a été enregistré. Latence distale 3, 9. Les vitesses 66, 40, 50. 66 à l'avant-bras, 40 en traversée du coude, 50 au-dessus du coude. Ça, c'est le côté dont elle se plaint. Le même de l'autre côté. Latence distale 2,8. Bon, vous voyez la forme, hein, ça ne peut plus en avoir. Amplitude 5,6, 5,8, 5,5. 5,8. Vitesse 57, 53, 47. 47 ici. Donc, ça sur l'abducteur du 5. Donc, on pourrait dire que tout ça, c'est normal. Le premier interosseux dorsal du côté pathologique. Côté pathologique. Côté sain, il est ici. Côté pathologique. Latence distale sur le premier interosseux dorsal, 5,4. Je vous arrondis. Hein. Les vitesses sur le premier interosseux dorsal, 63, 59, 46. Les amplitudes, 6, 6, 4, 3, 8. Pourcentage de perte d'amplitude, moins 39 ici. Perte de surface, moins 41. Là, on a fait que les moteurs et déjà, on se pose des questions. Hein. Les sensitifs, vous les attendez comment? Tiens, avant que je montre les sensitifs. Bon, ça, c'est le lunaire de l'autre côté. Pardon, je vous fais le lunaire de l'autre côté, alors.
donc comme je vous disais, si vous voulez bien noter les chiffres au fur et à mesure, hein, c'est 5,37 ici, 62, 59, 46, 4, 62, 47, et 12, 12, 13, l'autre côté c'était 6, la moitié. Les ondef sont corrects, hein, pas fait sur les ondef là. Donc là, je vous ai montré les moteurs des deux côtés sur abducteur du 5 et premier interosseux dorsal. Comment voulez-vous les sensitifs? Comment vous les voulez? Normaux? Ah bah, bon, alors celui-là, je le saute là. On va revenir, ça c'est... Attendez, c'est quatrième. Les sensitifs. Tiens, je reviendrai au moteur après, je reviens, parce que j'ai fait des moteurs supplémentaires, mais je reviendrai. Là, les sensitifs sur l'ulnaire, droit en haut, gauche, côté pathologique en bas, ben, 22 microvolts et 20 microvolts. La branche cutanée dorsale, 25 microvolts, 25 microvolts. Donc là, les deux sont pareils. Ici, le PGAN, le potentiel global d'action nerveux, avec le côté droit, le côté gauche, 4,85, 5,63, on est à 0, un peu moins de 0,8, 4,84, 5,90, on est à un peu plus de 1 de ce côté-là. Là, comme ça vous parlerait dans quel... Là, j'entends cubital au coude. Tout le monde est d'accord pour un cubital au coude? Il y a des allongements de latence distale qui semblent assez nets. Et donc, du coup, je reviens à des tests supplémentaires. Et là j'ai fait un truc qu'on ne fait jamais. J'ai essayé. J'ai posé une électrode sur le quatrième interosseux. Par ici, j'ai stimulé au poignet. J'ai comparé les deux côtés. Et donc là, vous en avez un qui est à 2,4 en latence distale et l'autre qui est à 4,9 du côté atteint. C'est une technique, je ne suis pas en train de vendre une nouvelle technique, hein, c'est juste j'ai fait ça pour voir. Et donc je suis tombé sur une latence distale qui était très, très allongée. Et puis ce qu'on fait d'habitude, le deuxième interosseux palmaire, deuxième lombrical, vous savez, quand on veut avoir un outil supplémentaire pour le canal carpien, ben là je l'ai appliqué au deuxième interosseux palmaire uniquement, et j'ai comparé, non pas par rapport au deuxième lombrical qui est ici, ou là, mais je regarde deuxième interosseux palmaire à droite, deuxième interosseux palmaire du côté où elle est gênée à gauche. Latence distale, 2,9 ici, 5,2 ici. Ça se complique, hein. Les sensitifs, donc là, le PGAN, sensitif, alors, les 18,4 poignets, 18,4 poignets. Ici, d'autres sensitifs qui étaient de faire du paume-poignet sur le médian et l'ulnaire, mais il n'y avait pas non plus de différence. Les sensitifs, ici, quatrième doigt, médian, ulnaire, tout ça reste encore très comparable. Et donc, on est dans une situation où on a alors, le médian moteur qui est normal, le médian sensitif qui est parfait aussi, et puis le MG à l'aiguille. Donc là, on est sur... Il y a des éléments pour un cubital au coude, il y a des latences distales qui sont un peu allongées, il y a des sensitifs qui sont strictement normaux, et puis voilà le MG à l'aiguille, très neurogène quand même sur l'abducteur du 5, le premier interosseux dorsal, rien sur le court abducteur du pouce, le fléchisseur ulnaire du carpe normal, l'extenseur propre du 2 normal également. Et donc, du coup, neurogène sur le territoire ulnaire à la main. La question après, c'est où se trouve la lésion responsable du tableau clinique EMG. Alors là, je ne vais pas me repasser 2 minutes à essayer de faire marcher le truc, là, mais alors, au niveau médulaire, on va répondre oui-non globalement à un oui-non franc massif de la salle, non. Radiculaire, non. Plexique, non. Plexique, c'est sensitifs sont normaux. Au bras, bon là je ne l'ai pas recherché spécifiquement, si j'avais le creux axillaire. Ah, au bras, tiens, oui, si. Au bras, est-ce que vous avez noté les vitesses de conduction qui étaient un petit peu diminuées quand même? Et
il y avait un petit 46 mètres par seconde que j'ai sur qui était retrouvé quand même. Donc ça posait question. J'ai pas la réponse à ça, mais c'est vrai qu'il était un petit peu diminué par rapport à ce qu'on pouvait faire. Donc c'est déjà un problème. Au coude, alors il y a des signes quand même du coude. Mais après la question c'est où est la lésion responsable du tableau clinique aussi. Et en fait après c'est de se demander si parce qu'un cubital au coude, ouais, c'est après, là, il va y avoir plusieurs choses. On est sur un contexte où on va avoir plusieurs types d'anomalies, plusieurs lésions. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qui est en cause dans la symptomatologie? Donc, il y a du coude, probablement l'avant-bras, non. La loge de Guyon, non. Hein, les sensitifs sont normaux. Et à la main, en aval de la loge de Guyon, oui. Et en fait, la conclusion, là, c'est un copier-coller de la conclusion de l'EMG telle que je l'avais faite. On est sur une lésion de la branche profonde du nerf ulnaire gauche. Moi, je pense que cette lésion elle est prédominante compte tenu des allongements de latence distale qui sont très importants, premièrement. Et deuxièmement, du fait que l'atteinte motrice, qui était quand même très marquée en termes de neurogène, ne s'accompagnait pas du tout d'une atteinte sensitive. Un cubital au coude, elle a un cubital au coude, hein, il y a quand même une compression, il y a des signes de compression, il y a des ralentissements, il y a des choses qui collent hein, en termes de cubital au coude, mais moi, je n'étais pas complètement convaincu de la responsabilité du cubital au coude par rapport à la dénervation motrice. Un petit ralentissement des VCN, alors sans valeur pathologique, c'est ce que j'ai écrit, je vous le livre comme je fais un copier-coller là, hein, mais je ne suis pas allé plus loin par rapport à ça, je ne suis pas allé explorer une éventuelle arcade de Schruter, c'est rien pour le côté plexique ou radiculaire antérieur. Cette observation-là, elle est quelque part démonstrative du fait qu'un cubital au coude ou un patient qui vient avec une symptomatologie à la main, sensitive ou motrice dans le territoire ulnaire, ça peut être une exploration qui ne sera pas forcément très simple à réaliser et puis qui va déboucher très souvent sur un diagnostic de cubital au coude, mais qui peut déboucher sur d'autres topographies. Et puis, quelquefois, il y a les cas de figure comme ça. Alors, compte tenu de l'heure, là, je vous fais grâce du dernier cas clinique parce qu'il me prendrait plus que les 4 minutes qui me restent, beaucoup plus. Et le sens de cette dernière observation était simplement d'illustrer le fait que ça peut se présenter comme quelque chose de cubital mécanique, mais qu'au bout du compte, on allait partir sur une neuropathie dysimmunitaire après, et que ce n'est pas toujours aussi simple. Et donc je vais, si vous me permettez, en finir en allant directement à la dernière diapositive pour faire de la publicité pour ma camarade Andoni Chanis Laguna, qui organise au début du mois de juin prochain les 20e journées francophones d'électroneurommyographie, et je vous invite à venir y participer parce que c'est un congrès qui est toujours à la fois didactique et scientifique, mais toujours très utile de mon point de vue, et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Ouais. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est les 4e, 5e doigts, les fléchisseurs. S'ils sont atteints, on remonte tout de suite au-dessus du poignet. Complètement d'accord. La clinique, c'est toujours la clinique. Oui. Il sert à différer. Ah oui, pardon, oui, je l'ai peut-être pas assez mentionné. En fait, dans une atteinte dans le tunnel cubital, la branche qui nerve au fléchisseur ulnaire du carpe naît en amont et donc sera respectée. Quand il y a une atteinte au niveau de l'épitroclée, la branche est incluse dans la souffrance et donc le fléchisseur ulnaire sera neurogène aussi ou sera diminué. Donc la valeur localisatrice, c'est entre rétroépitrocléenne, fléchisseur ulnaire du carpe qui est concerné, et tunnel cubital, fléchisseur ulnaire du carpe qui est respecté.